Nous sommes à la veille d'une échéance importante, mais c'est une échéance électorale qui recèle des données bien particulières qu'on n'avait pas dans le passé. Nous avons un chef, j'ai envie de dire, le vieux lion a perdu carrément ses griffes. Le vieux lion a perdu ses griffes et il est quasiment poussé à la sortie. Et ses actes plaident contre lui. Vous devez vous rendre compte que, pour être un peu plus clair, nous avons actuellement 4 ministres. Il y a 3 démissionnaires, il y a 3 qui sont décédés. Il y a le premier démissionnaire qui est Issa Chiroma, et aujourd'hui, nous avons Bello qui va certainement également démissionner. Parce que pour le moment, il n'a fait qu'annoncer sa candidature. Vous voyez que le chef de l'État a été dans l'incapacité de pouvoir faire ne serait-ce qu'un réaménagement gouvernemental. C'est quand même un acte, c'est quand même des actes d'une extrême gravité. Vous avez des générations de magistrats qui sont formés et qui ne peuvent pas prendre de fonction. Il y a ce que le Conseil, parce que le Conseil supérieur de la magistrature ne peut pas siéger, ou bien n'a pas siégé. Ils sont un peu à la rue, alors qu'ils ont déjà bel et bien reçu toute la formation nécessaire pour pouvoir être sur le terrain. Il y a que depuis 2018, le président de la République a hérité, je ne sais pas si je veux dire du pouvoir, a été déclaré victorieux par le Conseil constitutionnel, avec la particularité qu'il a transmis en janvier 2019 le pouvoir à un tiers qui n'a jamais reçu mandat du peuple. Parce qu'on va nous dire que l'article 10 de la Constitution lui donne cette possibilité-là, mais la personne à laquelle le pouvoir devait être transmis... Vous faites allusion à la délégation permanente de signature. La délégation permanente des signatures, c'est de ça qu'il est question. On devrait donner cette délégation permanente des signatures à monsieur le Premier ministre. Mais il se passe que c'est quelqu'un qui vient de la cuisine du chef de l'État qui finit par exercer donc ces fameuses hautes instructions qui sont aujourd'hui un peu cadenassées. Et c'est pourtant pas nouveau, maître. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, mais il y a une inactivité criarde du chef de l'État. Il faut quand même dire que depuis, je crois qu'il y a eu un seul conseil des ministres depuis 2019, c'est celui au cours duquel il a reçu les ministres qui avaient été désignés en janvier, qui ont été nommés en janvier. Donc, de tous les gouvernements du président de la République, c'est quand même la première fois qu'il fait 7 ans et qu'il ne fait qu'un seul conseil des ministres. Je crois que la dernière fois, quand même, il en avait fait 2. Donc, nous avons toutes ces données-là. Il y a également que Bello Bouba, et comme certains, ont un pacte avec le chef de l'État. C'est avec eux qu'ils ont leur pacte. Mais aujourd'hui, ils constatent que le pouvoir a été remis entre les mains des personnes avec lesquelles ils n'ont pas d'accord véritable. Et des personnes qui n'ont jamais expérimenté le suffrage universel. Et cette espèce de mal-donne crée donc un imbroglio qui fait que même les Bello se sentent en insécurité. Parce qu'il faut le dire, rendu à ce jour, rien ne garantit que le président de la République sera candidat puisqu'il est complètement invisible. Imaginez-vous un scénario dans lequel c'est après le dépôt des candidatures qu'on se rend compte qu'il n'est pas candidat. Vous comprenez, il y a des personnes comme Bello, comme Issa Chiroma et bien d'autres qui ont des ambitions, qui vont se retrouver totalement tues, alors qu'elles avaient la possibilité de pouvoir s'exprimer. Donc il faut dire que l'environnement... Vous dites qu'il est possible qu'on se rende compte après le dépôt des candidatures? Bien sûr, c'est possible. C'est-à-dire que après le délai de dépôt des candidatures, les autres protagonistes, même ceux qui ont un pacte avec le président, se rendent compte que ce n'est pas lui qui est le candidat, par exemple, du RDPC. C'est une possibilité. Parce que tous les scénarios sont envisageables. Alors, que deviennent donc ces personnes-là? Et il faut également comprendre, vous parlez de timing. La base de la plupart des formations politiques du septentrion est désormais en total désaccord avec la hiérarchie. La hiérarchie, et j'ai suivi le maire Yandal par exemple, Yandal qui est, je crois, le maire de Touboro. Le maire de Touboro. Le maire de Touboro. Et qui est un cadre de cette formation. Et qui est un cadre de cette formation politique.
lui, comme d'autres, on dit depuis très longtemps que s'il n'est pas candidat, qu'il ne donne aucune instruction à la base, parce que la base va prendre ses responsabilités. Parce qu'il y a quand même une paupérisation exponentielle de la région du Nord. Je crois que c'est souvent ici sur ce plateau de télévision où je vous ai souvent demandé quel était le problème de l'élite du Grand Nord par rapport à ces populations. Pourquoi peuvent-elles agir avec une telle méchanceté? Vous vous rendez compte que vous êtes une élite d'une région dans laquelle il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a aucune commodité élémentaire pour pouvoir assurer une vie décente de population. Mais vous vous arc-boutez à soutenir votre propre bourreau. Il y a eu ce qu'on appelait ici, il y a quelques années, le plan d'urgence pour le Grand Nord. On ne sait pas ce que c'est devenu. La digue, après que la digue de Maga est cédée, je ne sais pas si c'était en 2013 ou 2016, tous ces projets-là ont été mis entre parenthèses. Les populations du Grand Nord commencent à refuser d'être traitées, comme j'ai entendu un militant du RDPC dire, de bétail électoral. C'est sur un plateau de télévision, ils ont dit que c'était le bétail électoral. Ces populations-là disent non. Nous ne sommes plus de moutons, nous ne sommes plus de bétail électoral. Aujourd'hui, nous voulons faire entendre notre voix. Alors, Bello, comme Chiroma, court le risque, s'il ne se désolidarise pas, de perdre cette assise, de faire de ces personnes-là qui justifient leur présence en politique. Et il faut se dire, que mieux vaut tard que jamais. Parce que j'entends également des personnes crier à Rossi le Baudet en faisant croire que c'est une espèce d'opportunisme. Je vous dis, je l'ai dit ici comme je l'ai dit ailleurs. Si vous avez une personne qui soutient votre adversaire, si un matin il se lève et il arrête de soutenir votre adversaire, de deux choses l'une. Soit il mène le même combat, soit il mène en tout cas, ça veut dire qu'il mène désormais le même combat que vous, ou bien il s'est rangé de votre côté, ou il est revenu dans l'opposition, pour s'opposer à celui qui est l'objet de tous vos malheurs. Donc je dis que la famille de l'opposition, dans sa grande majorité, en tout cas celle qui est clairvoyante, salue cette sortie-là, qui pour moi est un séisme au sein de l'establishment, que nous devons saluer les deux mains. Lecture que vous faites de cette actualité, vous, au MRC, comment accueillez-vous cette nouvelle de la démission d'Issa Thiroua Bakary, qui par ailleurs annonce sa candidature pour la prochaine élection présidentielle? Merci, Duval Fongwa, de m'avoir convié à cet espace d'échange. C'est un privilège, je dirais même que c'est un acte de foi en la pensée critique, en la démocratie et surtout en la confrontation féconde des idées. Donc je vous exprime toute ma gratitude. Je voudrais également dire en 2 secondes merci à mon président national, le professeur Maurice Kamto, candidat à la présidentielle d'octobre prochain, candidat de rassemblement, le candidat qui combat la division sous toutes ses formes, le candidat qui promeut l'unité et la fraternité entre les citoyens camerounais. Duval, vous venez de poser là une question assez, je vais dire, intéressante, une question assez pertinente, vu la situation politique qui prévaut dans notre pays aujourd'hui. Quelle lecture faisons-nous de la démission d'Issa Thirouma? Et vous avez dit de la rupture de l'UNDP. D'abord, sur la rupture de la plateforme, oui. Comment est-ce que vous percevez cela et surtout les éléments qui ont été évoqués? On reviendra sur le cas Issa Thiroua Bakary dans la suite de l'émission. D'accord. Le MRC a une position connue de tous. Nous avons, comme tout le monde, appris cette démission. Nous en prenons acte. Et nous pensons au MRC qu'il est très tôt d'en faire un commentaire précipité, de faire de spéculation ou alors des félicitations précipitées. Nous suivons avec grande attention l'évolution de la situation et tant que toute initiative concourt à la chute du régime Biya et à la libération du peuple camerounais, nous la considérons avec beaucoup d'attention. Cela dit, nous traversons aujourd'hui un moment assez difficile, un moment qui exige de la lucidité du Val. Et la lucidité nous rappelle ici qu'il se trame quelque chose du côté de Yaoundé, je vais dire des manœuvres
lourdes de conséquences qui ont lieu discrètement et qui menacent le droit de vote du peuple camerounais. Je parle là d'une convention entre l'ECAM et les Nations Unies. Je ne suis pas en train de fuir votre question, mais je suis en train de vous dire qu'il y a quelque chose d'assez important, une chose très cruciale dans la vie politique du Cameroun. Je veux dire que la lecture que nous faisons de la démission d'Issa Chiroma n'aurait de sens que dans l'analyse globale de la situation politique au Cameroun. Vous avez l'ECAM et les Nations Unies qui sont en train je veux dire, qui ont récemment adopté, signé une convention qui vise ou alors qui permettrait aux Nations Unies, au Cameroun, d'apporter une assistance technique à Elections Cameroun. Et ce, dans un contexte assez quand même inquiétant, dans un contexte où, je vous rappelle qu'en 2013, Elections Cameroun, à travers son directeur, a reconnu la nécessité de réformer le code électoral. Le directeur d'Elections Cameroun d'alors a promis la révision, la réforme du code électoral, et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Au sorti de l'élection présidentielle de 2018, Elections Cameroun et aussi l'Union africaine ont reconnu la nécessité de réformer le code électoral suite à l'élection présidentielle contestée. Rien n'est fait jusqu'à aujourd'hui. En 2018, les Nations Unies qui ont signé la convention avec Elections Cameroun ont proposé à l'ECAM d'organiser des dialogues avec les partis politiques. Même le président de la République, au sortir d'une des élections, rien n'est fait avait indiqué que le processus électoral était perfectible. Mais moi, ce que j'attends, c'est le lien que vous faites avec la question en débat, à savoir, n'est-ce pas, la fin ou la rupture de la plateforme entre l'UNDP et le RDPC, parce que c'est la question en débat. C'est la question en débat. Mais on ne doit pas occulter le fait que le rapport de force politique aujourd'hui du Val ne se trouve pas, ou alors ne se mesure pas dans les partis politiques, ne trouve pas son sens dans les partis politiques, mais dans les institutions. Et je suis en train de vous dire que Elections Cameroun et l'ECAM est en train de préparer une crise, ou je dirais des crises post-électorales. On peut avoir des démissions. Les démissions, mais du Val, on peut commenter les démissions pendant 2-3 jours. Et après, what next? Moi, je vous parle là d'une question quand même centrale. On parle des élections au Cameroun. OK, Issa Chiroma a démissionné. Bello Bouba Maïgari annonce la rupture entre l'UNDP et le RDPC. Et après quoi? Après, il faut aller aux élections. Oui, bien sûr. Mais avec bien sûr qu'on va en parler, puisque c'est dans la suite du débat, justement, les implications et par rapport à l'élection présidentielle à venir. Le ministre Issa Bakary, qui en début de semaine a annoncé, ou du moins, n'a pas annoncé, mais dans son entourage, on a appris effectivement qu'il avait déposé sa démission. Le lendemain, il a confirmé à travers une lettre qu'il a adressée aux Camerounais, une lettre de 24 pages dans laquelle on reviendra pour essayer d'en comprendre les motivations et surtout les implications. Quelles peuvent être les conséquences de cette rupture de la plateforme? C'est vrai qu'on a déjà évoqué la possibilité pour les ministres cadres de l'UNDP de rendre leur tablier. On spécule beaucoup plus chez les ministres, mais il faut également rappeler que dans le cas de cette plateforme aussi, il y a au moins 5 sénateurs, n'est-ce pas, nommés par le président de la République. Oui, comment ça va se passer? Il ne demande pas de lire dans la boule de cristal ou bien... Moi, je vais répondre à votre question. Je ne vais pas faire comme Kelbe qui a voulu me faire la leçon tout à l'heure alors qu'il était dans un gros sujet lors de la première question. Mais je voulais d'abord dire une chose, parce que tout à l'heure, on leur a demandé ce qu'ils ont fait pour pouvoir maintenir le mariage en question. Je dois dire que, de manière générale, on ne peut rien attendre on ne peut plus rien attendre du RDPC. Au Cameroun, on est censé organiser un camp en 2019, nous sommes en 2025, tous les stades ne sont pas terminés. Les stades ne sont pas terminés. On a eu 50 ans pour préparer la réunification. C'était en 2011, mais on l'a fait en 2014. C'est pour dire que même lorsque les gens ont 50 ans pour organiser un événement, ils sont incapables de le faire. Il ne faut donc pas croire que les gens qui fonctionnent beaucoup plus par la violence et la corruption
puisse véritablement apporter des solutions ou bien des thérapeutiques aux problèmes qui se posent à la vie des Camerounais. Quelles sont les conséquences de la rupture de cette plateforme? Je pense qu'il y a déjà un regain de force de l'opposition, parce qu'il faut se dire que, contrairement à quelques-uns qui pensent que c'est un jeu d'opportunisme ou quoi que ce soit, même si par extraordinaire c'est de l'opportunisme, c'est un opportunisme qui est bénéfique à l'opposition. Parce qu'il y a forcément une fissure dans la ligne de la majorité gouvernementale. Et cette fissure-là va forcément créer un effritement dans l'électorat du RDPC dans la partie septentrionale du Cameroun. Il ne faut pas être émotif. Il y a un seul parti politique en dehors du RDPC qui contrôle un conseil régional. C'est l'UNDP, dans la Damawa. C'est le seul. En dehors du RDPC, il n'y a pas un autre parti qui contrôle un conseil régional. Et on ne peut pas traiter une formation politique qui a ce bilan sur le plan national comme du menu fretin. Donc, il faut considérer que pour l'opposition, c'est une très bonne chose. Il y a donc cet effritement donc, de l'électorat du RDPC dans la partie septentrionale. Et il y a beaucoup de mouvements au sein du RDPC. Bien sûr, dans le Mbéré, par exemple, le président de leur section a démissionné. Et je pense qu'il y aura encore des démissions en cascade à l'approche de l'élection présidentielle. Il y aura des démissions en cascade parce que les astres, de mon point de vue, sont alignés pour que nous ayons alternance au Cameroun. Donc, il faut que Kelbe se prépare à faire la politique dans l'opposition. Donc, je peux le lui garantir et je suis prêt à faire le pari. Il faut qu'il s'apprête, après octobre, à faire la politique dans l'opposition et à voir comment est-ce qu'un pays peut être dirigé. Ceci dit, je voulais également poursuivre en disant qu'il y a également quelque chose qui... Je peux me vanter d'avoir une certaine expérience, non seulement du contentieux des élections, mais également des élections, parce que je suis quand même mon deuxième mandat de conseiller municipal. Donc, j'ai quand même touché le terrain du doigt. Il y a le contrôle de la fraude, particulièrement dans la partie septentrionale du Cameroun. Sur les 71% que Paul a eu en 2018, je crois que 48% venaient du septentrion, donc des 3 régions septentrionales. Ça veut dire que le Grand Sud lui a donné 23%. Vous comprenez? Si le Grand Sud lui a donné 23% et qu'il a eu plus de 40% dans le septentrion, c'est un mauvais... et l'UNDP, qu'on le veut ou non, a un meilleur ancrage dans les régions du Nord que dans la partie sud du Cameroun. D'ailleurs, vous allez voir que les élus de l'UNDP sont tous dans la partie septentrionale du Cameroun. 2 régions. Oui, c'est la partie septentrionale du Cameroun. Oui. C'est la partie septentrionale du Cameroun, c'est ce que j'ai dit. Et alors, ces élus-là qui connaissent le terrain, parce que c'est leur fief électoral, vont aider l'opposition de manière générale à contenir la fraude. Parce que quand on parle d'implication, il y a la fraude. Parce que le RDPC fonctionne essentiellement avec la fraude. Moi qui ai fait le contentieux des élections au plus haut niveau, je me rappelle par exemple que dans les Bamboutos, on s'est retrouvé parfois avec les bureaux de vote où il y avait plus d'électeurs que d'inscrits dans les bureaux de vote. En tout cas, j'ai plaidé, c'est le fait que nous avons plaidé en 2018, donc c'est-à-dire qu'il y avait plus d'électeurs que d'inscrits dans certains bureaux de vote. C'est déjà même exceptionnel qu'on puisse avoir 100% de personnes ayant voté dans un bureau de vote avec notre fichier qui ne fait pas l'objet de toilettage permanent. Mais je vous rappelle qu'en 2018, le RDPC a perdu à l'ouest. Hein? J'ai parlé de Bamboutos. C'est l'ouest. J'ai parlé de C'est l'ouest. J'ai parlé de Bamboutos. Je vous en prie. Moi je parle d'une chose, vous parlez d'une autre. Okay. Donc je le dis pour dire que il y a que c'est généralement dans l'arrière-pays, ou bien dans les zones que certaines considèrent comme enclavées, dans le septentrion et parfois dans les villages, que l'élection se joue en réalité. C'est pas, contrairement à ce que les gens pensent, ça ne se joue pas dans les grandes villes. Dans les grandes villes, il y a une espèce de... Il y a une mouvance qui peut peut-être un effet d'entraînement dont peut bénéficier le reste du pays, mais seulement c'est dans l'arrière-pays qu'on fraude le plus. C'est pour cela aujourd'hui, et particulièrement dans le septentrion. Et il faut qu'on ait l'honnêteté de le reconnaître, très souvent, les partis politiques qui sont tenus par des leaders qui appartiennent à la partie sud du Cameroun ne sont pas toujours très bien représentés dans les bureaux de vote dans la partie septentrionale. Donc, la présence de l'UNDP
était un message fort. Était un message fort quant au contrôle de la fraude. Parce que de notre point de vue, c'est une équation on ne peut plus importante dans le cadre de l'élection présidentielle. Il y a naturellement, vous l'avez dit à demi-mot, entre autres implications, il serait par exemple incongru qu'après avoir annoncé la rupture de la plateforme, ils se maintiennent dans le gouvernement. Sauf à le faire pour vouloir embêter jusqu'au dernier moment le RDPC. Parce qu'il peut également choisir, c'est-à-dire que d'embêter le système en se maintenant jusqu'à la convocation, par exemple, du corps électoral, du corps électoral. On ne dira pas que les personnes non grata, mais en fait, il peut les pousser également à la faute, pousser à la bêtise. Parfois, bon, vous savez, avec le RDPC, on réagit beaucoup avec la violence. J'espère qu'on ne va pas violenter un ministre d'État. Un ministre d'État. Donc, de mon point de vue, voilà quelques-unes des implications, parce que pour moi, je les axe principalement sur le plan de l'élection présidentielle. Sur le plan de l'élection, c'est ce qui m'intéresse au plus haut point. Donc, il y a la fraude, il y a l'effritement de l'électorat, il y a le renforcement de l'opposition, qui me semble être, entre autres points, qui doivent être mis en exergue pour qu'on comprenne que, bon, cette fois-ci, le RDPC va perdre le sommeil et que M. Kelbé et ses amis vont faire la politique dans l'opposition à partir d'octobre 2026. Et nous allons leur montrer comment est-ce qu'un pays peut être dirigé pour le bonheur de ses populations. Alors, Israël Kaïgama, je reviens à vous. Il y a cette lettre que Issa Thiroua Bakary a adressée aux Camerounais et qui date du 24 juin 2025, au lendemain, n'est-ce pas, de sa démission du gouvernement. En parcourant cette lettre-là, en regardant ce qu'il dit, le diagnostic qu'il fait de la situation et en décidant de quitter la barque, et quel est le sentiment que vous avez dans votre formation politique? Vous dites bienvenue, ou bien voilà, il a enfin compris que les choses que nous dénonçons tous les jours étaient une réalité et qu'il fallait passer à autre chose. Non, comme je l'ai dit tantôt, au MRC, nous accueillons toutes les forces vives de la nation, tous ceux qui veulent la chute du régime Biya. Vous savez, Duval, il se passe quelque chose dans le Grand Nord, peut-être qui n'est pas connu du grand public. Au Grand Nord, actuellement, au moment où on parle, on n'a plus besoin d'entendre parler du RDPC. Il y a des endroits où des militants du RDPC sont souvent chassés, comme nous l'avons vu dernièrement dans le département du Mayo-Danaï, où des populations sont venues demander aux militants du RDPC qui tenaient une réunion de partir, qu'ils ne veulent plus les voir. Des citoyens qui sont venus comme ça leur disent « Écoutez, nous ne voulons plus de vous ». Et c'est dans ce contexte-là que des partis politiques comme le FSNC et l'UNDP jugent utile de se désolidariser du RDPC. Et je l'ai entendu tout à l'heure de la part du représentant du RDPC que l'UNDP, le FSNC ne pèse pas trop, qu'ils peuvent partir et tout ça. Mais je veux vous dire, le FSNC, c'est quand même 3 députés. Le FSNC contrôle le Diamaré Centre. Le FSNC a 3 députés, Diamaré Centre, le Mayo-Loti et la Benoué Est. Nous avons 28. Le FSNC, c'est environ 130, plus ou moins 130 conseillers municipaux. Et là, je ne vous parle pas de l'UNDP, qui contrôle tout un conseil régional dans la Damawa, qui a environ 7 députés à l'Assemblée nationale et au moins 3 sénateurs. Donc, ces partis politiques sont bien ancrés dans la région de l'extrême nord. Et ces partis politiques subissent la pression des populations locales là, qui ont compris que leur malheur vient du régime en place, c'est-à-dire du RDPC. Et ils disent, si vous continuez avec le RDPC, alors nous allons vous traiter comme on va désormais traiter le RDPC.
Alors, donc, il est question de se désolidariser de ce qui pourrait être la source de leur chute. Et qu'est-ce que nous pensons au MRC de cette situation? Nous pensons que toute initiative qui concourt à la chute du régime RDPC est la bienvenue. Ce que nous demandons, et là je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme Issa Chiroma Bakari et le président de l'UNDP, M. Bello Boba Maïgari, ont cessé leur soutien au RDPC, il est grand temps qu'ils s'inscrivent dans la dynamique de revendication, de réclamation de la réforme du code électoral. C'est ça l'essentiel du Val. C'est vrai, vous allez me dire que ce n'est pas l'objet de notre débat, mais c'est ça l'essentiel. Alors, nous accueillons les deux forces qui aujourd'hui reviennent, c'est-à-dire dans le camp de l'opposition, qui comptent, parce que quand vous avez 3 députés quand même à l'Assemblée nationale, vous avez 7 députés à l'Assemblée nationale, vous êtes une force politique qui compte. Et on va devoir faire avec vous. Et au MRC, nous sommes ouverts à toute forme de collaboration utile.